Le toit du monde est un des environnements les plus hostiles sur Terre. À plus de 8500 mètres d'altitude, un groupe d'alpinistes entame le dernier assaut qui doit le mener au sommet. Quand on grimpe à des altitudes extrêmes, on a l'impression d'avoir 100 ans. On est tout le temps hors d'haleine, même au repos. Ces hommes ne sont pas seulement des alpinistes chevronnés. Saturation d'oxygène pour Mike, 62%. Ils sont médecins. Ils sont venus ici pour approfondir nos connaissances du corps humain. Ils se soumettent eux-mêmes à des expériences tout en grimpant vers le sommet. On repousse au maximum les frontières du possible. Ces femmes et ces hommes transforment l'Everest en laboratoire le plus élevé du monde. Pourquoi tenter ça? Pour participer à une des expériences scientifiques les plus palpitantes des 20 ou 30 dernières années. C'est terriblement désagréable. Rien ne les a préparés aux décisions vitales qu'ils seront amenés à prendre. Ça fait une demi-heure qu'ils affichent un mépris total pour la vie. Malgré ce que dit votre médecin, il va mourir. Ces types continuent de grimper alors qu'ils sont très mal en point. Je ne leur donne aucune chance de survie. Voici l'épopée d'une expédition unique dans l'histoire de l'alpinisme sur l'Everest. Ces médecins sont prêts à prendre les plus grands risques au bénéfice de la science. On est là pour une mission. Je veux l'amener à terme et puis rentrer chez moi. Ces médecins vont même s'aventurer dans la zone de la mort. Mike, ici Denis, à toi. Mike, ici Denis, tu me reçois? À toi. Le 24 mars 2007, un groupe de 60 médecins et scientifiques se rend en bimoteur dans l'Himalaya. Ces femmes et ces hommes ont décidé de gravir le plus haut sommet du monde, l'Everest. L'aéroport de Lukla, dans le nord du Népal, est perché au sommet d'une falaise à 2800 mètres d'altitude. Aucun moyen mécanique ne pourra transporter l'équipe scientifique plus haut. Au cours des 3 mois à venir, 250 personnes vont transiter par cet aéroport. Elles font partie de l'expédition Kodwal Extreme Everest, la plus grande équipe de recherche jamais réunie sur l'Himalaya. Enfin arrivé. J'aime pas du tout ça. Pas du tout? Non. Moi j'ai adoré ce vol. Le groupe entame 2 semaines de trek pour rejoindre le camp de base. Roger McMorrow et Nigel Hart sont médecins. Cela fait 12 ans qu'ils font de l'alpinisme ensemble. L'ascension de l'Everest et l'accomplissement d'un vieux rêve. L'Everest est le plus haut sommet du monde. C'est sans doute la première montagne dont j'ai appris le nom. Quand j'étais jeune, j'ai entendu un tas d'histoires sur l'Everest et sur les aventures vécues par ceux qui l'ont escaladé. Ça remonte à mes toutes premières expériences d'alpinisme. Il y a la beauté des paysages, l'isolement et le défi physique aussi. Mais jamais je n'aurais pensé me retrouver un jour à contempler le sommet de l'Everest et à tenter de l'atteindre. L'Everest est une montagne qui tue. Une personne sur 15 qui part à l'assaut de son sommet succombe en chemin. Les victimes sont commémorées dans ce mémorial situé à 3 jours de marche du camp de base. Je suis déjà venu 2 fois sur l'Everest. La première fois, j'ai enterré quelqu'un. Sandeep Dillon est médecin militaire. Il est le seul membre de l'équipe à avoir déjà escaladé l'Everest. De tous ceux qui vont participer à cette ascension, je suis celui qui a le plus peur, parce que je suis conscient des dangers que nous allons affronter. L'Himalaya compte 14 des plus hauts sommets du globe.
la plus grande difficulté de leur ascension n'est pas une question d'adresse ou de technique. Quand on grimpe à de telles altitudes, l'oxygène est si rare qu'on est plongé dans un état second. On a l'impression d'être ivre, d'avoir pris un somnifère. Chaque pas exige de forcer sa volonté. On a l'impression de pousser son corps au bout de ses limites. Il n'est pas rare de devoir inspirer profondément une quinzaine de fois entre chaque pas. Malgré ça, tu n'as qu'une envie, c'est de t'écrouler dans la neige. Ces médecins ne sont pas seulement venus pour gravir l'Everest. Ils sont ici pour faire une découverte. Une découverte qui leur permettrait d'accroître les chances de survie de leurs patients. Plusieurs membres de l'équipe sont en effet des médecins réanimateurs. Ils viennent risquer leur vie pour sauver des patients comme celui-ci. Un être humain sur 7 sera un jour traité dans une unité de soins intensifs suite à un grave accident, à une intervention chirurgicale très lourde ou lors d'une maladie grave. Pour Mike Grocott, spécialiste de réanimation, la lutte pour sauver une vie se réduit presque toujours à une seule chose. Les patients succombent le plus souvent à une hypoxie, c'est-à-dire à une diminution dramatique de la concentration d'oxygène dans le sang. Tous nos patients souffrent d'hypoxie à divers degrés. Le taux d'oxygène dans leur sang baisse à la suite d'un dysfonctionnement du cœur qui n'irrigue plus suffisamment le corps, ou bien des poumons qui absorbent moins d'oxygène. On est tout le temps confronté à ça. C'est rare d'avoir un patient qui ne souffre pas d'hypoxie. Mais il est extrêmement difficile d'étudier ce phénomène sur les patients eux-mêmes. Dans les services de réanimation, les patients ne sont pas égaux face à la maladie. Certains supportent une hypoxie aiguë, alors que d'autres y succombent. Mike Grocott et ses collègues sont convaincus que la seule façon pour eux de comprendre pourquoi, c'est de mettre leur organisme dans un état similaire. Sur l'Everest, ces médecins sont leurs propres cobayes. Ils veulent vérifier la façon dont leur corps s'acclimate au manque d'oxygène en très haute altitude. Nous prenons des personnes en relativement bonne santé et nous allons les plonger dans un état d'hypoxie aiguë durant 3 mois. Comment vont-elles réagir alors que nos patients qui sont en unité de soins intensifs succombent, eux, à un même déficit d'oxygène? Plus ils monteront en altitude, moins il y aura d'oxygène et plus ils se rapprocheront de l'état dans lequel se trouvent les patients en réanimation. La façon dont chacun d'eux réagira au manque d'oxygène en altitude permettra de savoir s'ils sont susceptibles ou non de survivre à une hypoxie en réanimation. Faire de la recherche sans escalader le plus haut sommet du monde, c'est déjà suffisamment complexe. Nous serons très heureux de revenir tous sains et saufs à la maison. Ceux qui atteindront le sommet auront moins d'oxygène dans le sang que les patients en réanimation. La concentration d'oxygène dans leur sang sera si réduite qu'ils devraient en mourir. On respire de plus en plus vite. Le rythme cardiaque s'accélère pour alimenter au maximum le corps en oxygène. Et donc, le nombre des petits vaisseaux, les capillaires, augmente de façon conséquente dans les muscles. Beaucoup de gens sont morts sur ces pentes en essayant d'atteindre le sommet. On se sent un peu nerveux parce qu'un drame est toujours possible. Toi d'abord, Mike. Avance et installe le piquet. Ensuite, c'est mon tour. 1, 2, 3, soulevez. Cette expédition mixte a pris forme il y a 5 ans à plus de 7000 km de l'Everest. L'idée d'une expédition sur l'Everest nous trottait depuis longtemps dans la tête. Il y a 4 ans, on s'est dit, arrêtons d'en parler, faisons-la.
On a commencé par constituer un groupe avec ceux qui étaient susceptibles d'être impliqués. On m'a nommé responsable de l'expédition et petit à petit, l'équipe s'est formée. Tous sont des alpinistes chevronnés de haute altitude. Vous allez filmer l'état le pire dans lequel je me suis jamais trouvé. Denny Levitt, l'épouse de Mike, est médecin. Elle est l'une des responsables des recherches du projet. Elle a mis au point un grand nombre des expériences qui seront effectuées sur l'Everest. J'aurais très mal vécu que lui en fasse partie et pas moi. D'autant que ce projet monopolise notre vie depuis plus d'une année. Ce n'est pas toujours facile d'avoir son mari comme chef, parce que c'est lui qui a toujours raison. Du coup, on s'est mis d'accord pour qu'à la maison, ce soit moi qui fasse la loi. On n'est pas des alpinistes hors pair, on ne va pas battre de record dans la discipline. Mais c'est de loin le plus vaste projet de recherche en haute altitude de l'histoire. Et je ne suis pas sûr qu'un projet similaire soit mis sur pied dans un proche avenir. Penche-toi en avant et vas-y. Jusqu'au bout du jardin. Le trek prend fin après 2 semaines de marche ininterrompue. Le camp de base de l'Everest est installé sur un glacier au pied de la montagne. Juché à 5400 mètres, ce village de tente est situé plus haut que le sommet du Mont Blanc. Super boulot. Regarde autour de toi comme c'est fantastique. Tu as envie de quoi? De mon lit. Bois un thé, ça te fera du bien. Absolument, puis au lit. Là, on est à plus de 5000 mètres d'altitude. On commence à manquer d'oxygène. On attrape une toux sèche, on commence à avoir une idée de ce qui nous attend plus haut. Au camp de base, il y a déjà moitié moins d'oxygène qu'au niveau de la mer. Ce milieu est un excellent laboratoire pour étudier les effets de l'hypoxie, le déficit d'oxygène dans le corps. On est ici pour remplir une mission qui nous semble très utile. En même temps, on a l'occasion de découvrir cet univers et peut-être d'atteindre le sommet. C'est une occasion unique. Mon plus grand souhait, c'est de revenir au camp de base avec tous les membres sains et saufs. C'est d'atteindre notre objectif sans déplorer d'accident. Les priorités sont claires. La sécurité passe en premier, puis la science, et enfin le sommet. Sensationnel. C'est un endroit génial pour vivre. Au cours des mois qui suivent, 213 personnes effectueront des études ici, dans cet univers de glace et de roches, en perpétuel mouvement. Ces tentes abritent des équipements scientifiques de pointe d'une valeur de plusieurs centaines de milliers d'euros. Les médecins effectueront une quarantaine d'expériences différentes afin d'analyser en détail la réaction de l'organisme soumis à l'hypoxie. Ils mesureront aussi le rythme respiratoire et le rythme cardiaque. Les tests incluent des exercices d'apparence simple, comme monter sur une caisse, ainsi que des biopsies pour analyser les tissus. Pour comprendre les mécanismes, j'ai besoin de tissus. Il est plus facile d'en prélever dans les muscles que dans le cerveau ou dans les poumons. Et les résultats pourront se faire attendre. Certains échantillons seront analysés en Grande-Bretagne. Au cours de l'expédition, on prélèvera près de 17 000 échantillons. La combinaison de tous ces tests permettra de dresser un tableau des plus détaillés sur la réaction du corps humain en haute altitude. Voici une très belle image des globules rouges microscopiques qui fusent dans les capillaires à la base de sa langue. Certaines expériences sont tellement invasives qu'elles seront uniquement effectuées sur un groupe de volontaires. Qu'est-ce qui fait froid? L'expérience la plus redoutée est la tonométrie, la mesure des tensions. Derrière moi, c'est la tente laboratoire. À l'intérieur, on torture des gens. Ça, c'est de la novocaïne. On s'en sert comme anesthésiant local. Ce gel est à base d'eau et il permet au tube de glisser facilement par le nez de Nigel jusque dans sa gorge. Ensuite, il doit l'avaler profondément. Le tube doit descendre tout en bas jusqu'à son estomac. Pour être honnête, ça ne figure pas sur ma liste des 5 choses idéales à faire au cours de cette expédition. Je le fais uniquement pour le bien de la science. Médecin généraliste à Belfast, Nigel Hart s'est entraîné pour ce test à Londres. Il sait combien c'est désagréable. Ça ne me réjouit pas du tout. T'es prêt, Nigel? Ouais.
Cette expérience est destinée à étudier une des complications les plus communes dans les services de réanimation. Vas-y, avale-le. Avance le menton. Appuie le menton sur ta poitrine. Quand le corps devient de plus en plus hypoxique, il protège les organes vitaux du manque d'oxygène en coupant l'irrigation sanguine vers les viscères. Les viscères sont des organes moins vitaux à court terme. Le corps leur fournit donc moins d'oxygène afin de perfuser les organes vitaux comme le cerveau et les poumons. Ce test permet d'analyser comment les viscères de Nigel réagissent à la diminution d'oxygène dans l'Everest. Je vais l'enfoncer dans une des artères de son poignet. Ce calvaire, les patients l'endurent 24 heures sur 24 à l'hôpital. C'est l'occasion pour nous, qui sommes de l'autre côté, de découvrir ce qu'ils éprouvent. Mais j'aimerais pas subir ça trop souvent. André Verkel est un spécialiste du foie. Il pratique régulièrement cette technique dans les services de réanimation. C'est parti. On peut voir ici le rythme des pulsions, des battements du cœur de Nigel. Quand on prélève du sang au niveau de la mère, il a une couleur rouge-orangé. Mais ici, du fait que le sang transporte moins d'oxygène, il prend une couleur bleue très foncée. Toutefois, l'appauvrissement en oxygène sur l'Everest ne suffit pas à simuler à l'identique les cas rencontrés en réanimation. Le docteur Daniel Martin doit mettre Nigel au supplice. L'autre aspect que nous pouvons simuler ici, c'est la plus grande consommation d'oxygène de nos patients. Ils ont besoin de plus d'oxygène pour guérir de la maladie dont ils souffrent. Et pour augmenter la consommation d'oxygène de Nigel, nous allons lui faire des exercices. Ce ne serait pas juste de le rendre malade pour effectuer nos analyses. On va donc augmenter les besoins en oxygène de son organisme en lui faisant faire des exercices. Notre objectif est de découvrir à quel moment les organes de Nigel deviennent ischémiques, c'est-à-dire en manque d'oxygène. Chez les patients très malades, ce déficit d'oxygène peut être si aigu qu'ils finissent par en mourir. Quand on travaille ici, à l'intérieur de cette tente, on a l'impression familière d'être dans un laboratoire. Mais dès que tu mets le nez dehors, tu es face à ce mur de glace. C'est très étrange. Les études menées au camp de base ne sont que le début des travaux de l'expédition. 15 médecins ont planifié de poursuivre leurs expériences plus haut encore, jusqu'au sommet. Ça ressemble à un labyrinthe. Un labyrinthe de décombres. Ce sera très difficile. Premier obstacle de l'ascension, la cascade de glace de Khumbu. L'Everest est associé à tellement d'histoires. On a écrit un tas de livres sur ce sommet. Et la cascade de glace de Khumbu est un des obstacles les plus redoutables. Ceux qui entament l'ascension par ce versant sont obligés de le franchir. C'est une immense rivière de glace qui descend lentement. Il y a toujours un risque qu'un pan s'effondre. Vous voyez ces immenses blocs de glace de la taille d'une maison? Il arrive régulièrement que l'un d'eux dévale la pente. Impossible d'ignorer à quel point une montagne de glace est instable. Si un immense sérac, un gros bloc de glace, décide soudain de se détacher au moment même où une de nos équipes passe dessous, on ne pourra pas faire grand-chose. La seule façon de limiter les risques, c'est de passer le plus rapidement possible et d'éviter de repasser trop souvent au même endroit. Au cours de leur ascension, les médecins resteront 7 jours au camp 2. La voie serpente jusqu'au camp 3 qui se trouve à mi-chemin. Ensuite, on monte jusqu'au col sud. En arrivant au col sud, on entrera dans ce qu'on appelle la Death Zone, la zone de la mort. Au-dessus du col sud, on aperçoit l'arête sud-est qui conduit vers les nuages, vers le sommet de l'Everest. C'est un autre tronçon à haut risque pour nous parce que l'oxygène y est extrêmement rare. Ce n'est qu'à cette altitude extrême, où le taux d'oxygène est 3 fois moindre qu'au niveau de la mer, que les scientifiques pourront répondre à la question qui les a conduits sur l'Everest: comment l'organisme fait-il pour rester en vie avec si peu d'oxygène? Alors qu'ils entament l'ascension de la cascade de glace, les hommes font face à des difficultés auxquelles ils n'ont jamais été confrontés.
Le glacier a une épaisseur de 450 mètres et descend à la vitesse de 1 mètre par jour. Il est criblé de crevasses qui peuvent se fermer ou s'écarter sans crier gare. Sandeep est le chef de cordée. Il est le seul du groupe à avoir déjà franchi les échelles. L'Everest, c'est vraiment un endroit très dangereux. Si vous me demandez combien d'entre nous atteindront le sommet, je pense qu'on ne sera pas plus de 6 ou 8. Et je dis ça sans juger personne. Super, bien joué. Cette montagne épuise tellement l'organisme qu'il est difficile de dire lesquels d'entre nous seront capables d'atteindre le sommet. C'est sacrément long. Faut surtout pas tomber ici. Ces pointes, on les enfonce beaucoup plus que nécessaire. On n'a vraiment pas envie de tomber au fond. Salut. Il y a 3 échelles. Ça va aller. C'est tout simplement inouï. En dépit des dangers, la cascade de glace est un des endroits les plus extraordinaires du monde. De la glace en mouvement sur 1 kilomètre de dénivelé, elle se brise et se disloque tout en glissant. Ce chaos de glace change chaque jour de visage. Il fait chaud. Ça n'a pas l'air très stable sur notre gauche. Tous ces blocs sont le fait d'un éboulement. C'est horrible. Respire, respire. L'ascension du glacier est une expérience éreintante pour Mike et le reste de l'équipe. Il faut avancer. On ne peut pas se reposer ici. Ce qui les ralentit, ce n'est pas le manque d'entraînement, mais le manque d'oxygène. À cette altitude, l'air est si rare que les alpinistes suffoquent et sont incapables d'avancer suffisamment vite. L'organisme réagit en essayant de perfuser les muscles sevrés d'oxygène. Les poumons inspirent plus d'air, le sang compte plus de globules pour transporter l'oxygène et le cœur bat plus vite. Mais on a beau connaître la réaction de l'organisme face au manque d'oxygène, la question reste entière. Pourquoi certaines personnes, même en super forme, perdent-elles toutes leurs facultés en haute altitude ? Mike est un vrai héros, comme vous pouvez le constater. Il a porté une bonne partie de mon équipement. J'ai beaucoup souffert, surtout au début, parce qu'il faisait vraiment trop froid. Je ne crois pas que je serais arrivée jusqu'ici s'il ne m'avait pas aidé. Nous sommes tous sains et saufs, ce qui est une excellente nouvelle. Là, je vais boire un thé. Pour Mike et ses collègues, ce n'est pas tant la quantité d'oxygène pompé dans le corps qui est significative, mais la façon dont le corps exploite cet oxygène. La compréhension de ce phénomène est l'objectif principal de l'expédition. Arrivés au camp 2, les grimpeurs dressent une tente laboratoire pour effectuer toutes les expériences qu'ils ont déjà faites depuis le niveau de la mer. Mais ici, les conditions sont bien plus pénibles. Les températures chutent à -20 degrés durant la nuit
et elles peuvent culminer à plus de 40 degrés sous le soleil de midi. Ici, on a plus l'impression de camper dans un désert que sur un glacier. Les expériences que nos médecins s'apprêtent à effectuer mobilisent toutes leurs compétences scientifiques. Daniel, tu vas sentir une piqûre. À chaque étape de l'ascension, les médecins prélèvent un échantillon de sang dans une artère. Quand il travaille dans son service de réanimation, Mike analyse chaque jour le taux d'oxygène dans le sang de ses patients. Le sang des artères vient directement du cœur après avoir été purifié dans les poumons. C'est le sang le plus oxygéné du corps. Ça nous donne une idée de la quantité d'oxygène acheminée vers les tissus. Au niveau de la mer, chez une personne en bonne santé, la pression partielle de l'oxygène est de 75 à 105 mm de mercure, alors que chez une personne gravement malade, elle est seulement de 60. On vient donc d'analyser l'échantillon artériel de Daniel, et c'est tout simplement sidérant. J'ai jamais vu une pression partielle de l'oxygène aussi basse dans l'échantillon sanguin d'une personne vivante. Chez lui, elle est de 33,5 mm de mercure, ce qui est un tiers du taux normal au niveau de la mer. J'ai jamais vu un taux aussi bas dans un service de réanimation, même pour un patient gravement malade des poumons. J'ai jamais vu ça. À ta place, je me ferais du souci. Je suis toujours en vie. Il fait merveilleusement beau ce matin. Je vais vivre un moment dans cet endroit historique et somptueux. Cette grande tente est probablement le laboratoire le plus élevé du monde, jusqu'à ce qu'on en dresse un autre plus haut la semaine prochaine. À la fin des analyses, il apparaît que tous les membres de l'équipe ont des taux d'oxygène qui, d'après les statistiques, auraient dû entraîner la mort. Alors pourquoi sont-ils toujours en vie ? Une expérience va répondre à la question. L'équipe a porté un vélo d'appartement jusqu'à 6500 mètres d'altitude. Cette expérience est la plus importante pour les médecins de l'expédition Caldwell Extreme Everest. Tu vas devoir pédaler à fond et le plus longtemps possible. Prêt pour le test? La machine saura si tu triches. Au cours de cet exercice, Sandeep va pousser son corps à ses limites. Ce test, il l'a effectué une première fois il y a 3 mois à Londres. Cette expédition doit nous permettre de vérifier une question fondamentale. Les cellules modifient-elles la façon dont elles exploitent l'oxygène en haute altitude pour combler le manque d'oxygène? Les scientifiques pensent que pour un exercice de même intensité, les muscles brûlent moins d'oxygène en altitude qu'au niveau de la mer. Très bien, Sandeep. Excellent. Tu t'en sors très bien. Active tes jambes. Nous pensons que les cellules enclenchent une vitesse supérieure, comme le moteur d'une voiture, de sorte que les jambes peuvent accomplir plus de kilomètres avec une même quantité d'oxygène. Encore un effort. Ce phénomène expliquerait pourquoi, avec un taux d'oxygène aussi bas dans le sang, certaines personnes sont capables d'effectuer des exploits physiques comme l'ascension de l'Everest. Denny Levitt pense qu'au cours des derniers mois, les cellules de Sandeep se sont adaptées afin d'être beaucoup plus performantes. Les chercheurs sont convaincus que le même phénomène se produit en réanimation. Certains patients réagissent mieux au traitement que d'autres parce que leurs cellules exploitent mieux le peu d'oxygène dont elles disposent. Sur un groupe de patients qui ont le même nombre de globules rouges, le même rythme cardiaque et le même rythme respiratoire, certains s'en tirent mieux que d'autres. Leur théorie est révolutionnaire. Si nous parvenons à augmenter l'efficacité des cellules des patients en réanimation, nous serons sans doute capables d'augmenter leurs chances de survie. Continue de pédaler, vas-y. Pour connaître les limites vitales de l'organisme, l'exercice du vélo doit être effectué dans l'environnement le plus extrême possible.
Les chercheurs monteront leur dernier laboratoire sur le col sud. Passeront 2 jours à 8000 mètres d'altitude où ils testeront leur corps jusqu'à l'épuisement total. Si ces expériences prouvent que leurs cellules sont plus performantes, ils pourront peut-être mettre au point un traitement susceptible de sauver des milliers de vies. Pour parvenir au col sud, il faut gravir les pentes du Lhotse. Ce mur de glace de 1000 mètres domine la combe ouest. Il faut 2 jours pour grimper cette paroi presque verticale. Les alpinistes sont sous la menace constante d'une avalanche. Hier, nous avons vécu un événement terriblement triste. On faisait des analyses dans le camp 2 lorsqu'on a appris par radio qu'un des Sherpas qui accompagne une de nos équipes avait été pris dans une avalanche. Il semble qu'il a été tué sur le coup. Nos Sherpas et les membres de notre équipe sont profondément bouleversés. C'est choquant de se rendre compte qu'une vie peut être si facilement anéantie. Surtout que nous allons passer nous-mêmes par l'endroit de l'accident dans quelques jours. On est tous traumatisés. On ne peut pas s'empêcher d'y penser. Nous allons poursuivre nos expériences ce matin. On a un peu l'impression de dire « fermons la porte, n'y pensons plus ce matin ». C'est très difficile de trouver une raison valable d'affronter de tels dangers quand on a une épouse et 2 enfants en bas âge. Ce matin, on se pose énormément de questions sur ce qu'on est en train de faire ici. Je suis venu ici pour une mission dans laquelle nous avons énormément investi. Je veux la mener à terme, mais je serai content de rentrer à la maison. La météo change au sommet de l'Everest. Les chutes de neige rendront le manteau blanc de la montagne encore plus instable. À cause du risque accru d'avalanche, au lieu de poursuivre l'ascension, Mike décide de ramener l'équipe au camp de base. On est redescendu sur les conseils de nos Sherpas parce qu'il y avait des risques d'avalanche. Il n'y en a pas eu, mais alors qu'on traversait la combe ouest, il y a eu un immense éboulement de sérac. Des centaines de tonnes de glace ont dévalé la pente vers nous. Heureusement, ils se sont arrêtés avant de nous atteindre. C'est bon d'être arrivé au camp. En attendant que le temps s'éclaircisse au sommet, tous resteront au camp de base pour reprendre des forces. Les distractions ici sont peu variées. Jamais un hélicoptère télécommandé n'avait volé à une telle altitude. Cela fait près de 3 semaines que les grimpeurs attendent que la météo s'améliore au sommet. C'est bon signe. L'humidité et les précipitations seront presque nulles jusqu'au 1er ou au 2 juin. C'est une excellente chose. Le seul point noir, c'est le jet stream qui arrive du nord-ouest et qui descend vers le sud-est. Ça veut dire qu'il se rapproche du Népal. La seule chose qui pourrait arrêter les grimpeurs, ce sont ces vents violents. Sinon, je pense qu'il n'y aura pas de chute de neige pendant 10 jours. Il n'y aura que le vent. « 6 heures du matin, 15 membres de l'équipe s'apprêtent à quitter le camp de base pour la dernière fois. Cette ascension, cela fait 5 ans qu'ils la préparent. Ils n'auront qu'une seule chance pour gagner le sommet. Le moindre problème pourrait entraîner la fin de l'expédition scientifique. Je trouve pas mes gants.
On est en train de se motiver. Tout est dans la tête. Ces réanimateurs sont tous conscients des dangers qu'ils courent en grimpant si haut dans la montagne. Chacun de nous se sent très fort. Apparemment, nous allons avoir 7 à 10 jours de beau temps et pas de vent trop violent. Quand on regarde le sommet, tout semble très paisible. Je croise les doigts pour que le beau temps tienne et pour qu'on redescende sain et sauf. Mon objectif principal, c'est de ramener tout le monde au camp de base dans une semaine. Ils sont tous très excités de partir. C'est le grand jour pour nous. Une grosse semaine nous attend. Pour être honnête, on ressent tous un mélange d'excitation et de nervosité. On est terrifiés. Terrifiés. T'as apporté ton guide touristique? Oui, bien sûr. Ici, Mac. Vous pouvez y aller. Ce que les grimpeurs redoutent le plus, ce ne sont pas les avalanches ou les gelures. On va endurer 6 à 8 heures de supplice. C'est l'effet du manque d'oxygène sur leur cerveau. Aux soins intensifs, la priorité de Mike est de protéger le cerveau. Les neurones meurent quand ils sont privés d'oxygène pendant 10 minutes. Le patient subit alors des lésions cérébrales irréversibles où il succombe. Quand le cerveau subit un traumatisme grave, comme dans un accident de voiture, il gonfle et exerce une pression à l'intérieur du crâne. Plus la pression augmente, moins le cerveau reçoit d'oxygène, ce qui provoque un effet en spirale. Le même phénomène se produit en montagne. La raréfaction de l'oxygène est telle qu'elle peut déclencher un gonflement du cerveau qu'on appelle œdème cérébral de haute altitude ou OCHA. C'est l'affection la plus grave en altitude et le risque d'œdème cérébral sur l'Everest est maximal. La montagne culmine à près de 9000 mètres, soit l'altitude de croisière d'un avion de ligne. Si une personne était déposée en hélicoptère au sommet de l'Everest, son cerveau cesserait de fonctionner, ce qui arrêterait la respiration et elle succomberait en quelques minutes à l'asphyxie. Pour prévenir cet effet, les grimpeurs de l'expédition Extreme Everest ont acclimaté leur corps à la raréfaction de l'oxygène. Depuis 6 semaines, ils effectuent l'ascension par étapes. En dépit d'une ascension prudente, le pire est arrivé à un des membres de l'équipe. En grimpant la pente du Lhotse, l'anesthésiste Patrick Doyle a été pris de vertiges et d'hallucinations, les symptômes classiques de l'œdème cérébral de haute altitude. Ce qui est bizarre, c'est que là, je me sens 1000 fois mieux et que je me dis que ce n'est pas la peine de s'inquiéter. Je me dis que je pourrais remonter, mais c'est juste que... Ça te fait quoi de ne pas remonter? Je suis très triste de ne pas pouvoir le faire. Mais j'ai toujours dit que la raison devait passer avant. On assumera toutes tes tâches. Je ne pensais pas que c'est moi qui flancherais. En restant au camp 2, Patrick pourra se remettre, mais il doit renoncer à poursuivre l'ascension. T'as l'air en meilleure forme qu'on l'espérait. Après 2 mois de préparation, son rêve de conquérir le sommet se brise. Comme Patrick est mal en point, Mike doit réorganiser l'équipe. S'ils veulent atteindre le sommet, ils ne peuvent plus perdre de temps. Il n'y aura que vous deux. Le premier des 2 groupes montera avant. Ça ne nous retardera que d'une journée. L'équipe est scindée en 2. Sundeep conduit le premier groupe au camp 3.
Mike et les autres grimpeurs suivront le lendemain. Pour atteindre le camp 3, il faut escalader la face du Lhotse. Cette ascension est monotone. Des heures durant, les alpinistes doivent se hisser sur la pente de glace en s'attachant et en se détachant aux cordes tous les 2 ou 3 mètres. Plus le taux d'oxygène baisse, plus les effets se font sentir dans le cerveau. Les tâches les plus simples deviennent très compliquées. Les grimpeurs qui se tuent sur l'Everest commettent le plus souvent des erreurs terriblement simples. Certains ne fixent pas correctement leur baudrier. D'autres ne font pas l'effort de se pencher en avant au moment où ils se détachent d'une corde avant de s'attacher plus haut. Cet effort leur semble trop pénible et ils pensent qu'ils avanceront plus vite en ne respectant pas les règles de sécurité. La pente qui mène au camp 3 ne fait que 700 mètres, mais les grimpeurs mettent 5 heures pour la gravir. Daniel, Mariam et Vijay sont les premiers à arriver. Chris les suit de peu. Sandeep est resté à l'arrière pour s'assurer que personne ne cale sur la pente du Lhotse. La journée a été très pénible. L'équipe doit reprendre des forces pour l'ascension du lendemain. Ces tentes sont une étape incontournable pour toutes les équipes qui font l'ascension de l'Everest par la voie du sud-est. Le dernier camp avant le sommet se trouve seulement à quelques heures d'escalade d'ici. Tu as mal à la tête? J'ai eu un peu mal à la tête. C'est la première fois. Je suis un peu déshydraté. Je vais faire chauffer de l'eau. Une goutte d'alcool ferait l'affaire. Un alpiniste d'une équipe étrangère à l'expédition scientifique a du mal à grimper les derniers mètres jusqu'au camp. Il ne pouvait plus faire un pas. Il respirait très fort et le plus rapidement possible. Mais comme le manque d'oxygène était trop important, ça ne faisait aucun effet. Et il n'avait qu'une seule idée en tête. Continuer de suivre la corde et s'approcher à chaque pas du sommet de l'Everest. Mais la seule chose qu'il faisait en fait, c'était se rapprocher de la mort. À ce moment-là, je me suis dit que puisqu'on allait rester quelque temps sur place, je pouvais tout aussi bien redescendre pour l'aider. Vijay, ne descends jamais sans être attaché. Attache-toi, sois prudent. C'est un endroit très dangereux. Si tu fais une chute sans être attaché, tu pars en glissade et tu dévales la pente jusqu'au pied du Lhotse. Oh mon Dieu. Quand je suis arrivé près de lui, il était très mal en point. Il divaguait complètement. Il émettait des râles. Tu peux prendre son sac, Vijay? J'ai essayé de lui faire boire de l'eau, mais il ne parvenait pas à avaler. Il avait les symptômes d'un œdème cérébral. Il faut aussi descendre l'oxygène. Il faut plutôt le monter jusqu'ici. L'homme est en danger de mort. Mais les compagnons de cordée du malade hésitent à lui porter secours. Ils contactent par radio leur médecin resté au camp de base pour obtenir des conseils. Ça fait une demi-heure qu'ils affichent un mépris total pour la vie. J'ai vu ces gens rester là, assis dans leur tente, à regarder leurs compagnons qui luttaient à mort pour se hisser le long de la corde. Ils le regardaient et ils prenaient des photos. Ils filmaient la scène. Ils auraient dû sortir pour le tirer jusqu'en haut. Ils nous ont remerciés, mais eux sont restés les bras croisés. Le plus terrible ici, ce sont les gens. Il vient d'entrouvrir les yeux. Si vous criez assez fort, il les ouvrira peut-être.
Il est complètement déshydraté. Il est gelé et moite. Il est blafard. On ne va pas pouvoir lui administrer le fluide. La lumière du jour décline rapidement, le temps presse. S'ils veulent transporter le grimpeur au pied du Lhotse, ils doivent partir sans tarder. Je m'appelle Daniel, je suis médecin. Cet homme est très mal en point. Devant les hésitations des compagnons de la victime, Daniel appelle lui-même leur médecin pour le convaincre de la gravité de la situation. Je pense qu'il est en danger de mort. Si vous le descendez au camp 2, nos médecins le prendront en charge. Les membres de l'expédition perdent un temps précieux. Sandeep appelle à l'aide par radio. Il n'arrête pas de tergiverser. Je vais voir ce que je peux faire. Je pense que ça ne servira à rien, mais je vais faire de mon mieux. Il veut que tout le monde se mobilise pour faire pression sur l'équipe. Il est impératif que ces alpinistes redescendent leurs compagnons. D'après nous, il va mourir. Ils en sont conscients. Mais ils ont décidé de le garder ici en haut, à toi. Je vais aller voir leur médecin pour lui expliquer la situation. On ne sait pas trop s'ils s'en fichent ou s'ils ne comprennent pas la situation. Ou s'ils ne veulent pas payer les Sherpas pour redescendre leurs compagnons. Leurs hésitations sont troublantes. Aucun de mes compagnons ne dirait jamais dans une telle situation « Oh, ça se passera bien ». Je viens de parler avec leur médecin, leur responsable et le chef de leur Sherpa. Et aucun d'eux ne semble trouver la situation urgente, malheureusement. C'est frustrant d'être ici en bas et de rien pouvoir faire. C'est vrai. On n'a plus qu'à attendre de voir s'il survit ou s'il meurt, puisqu'ils ne veulent pas se décider. Nous sommes tous des médecins anglais spécialisés en médecine de haute altitude. Nous sommes convaincus que s'il passe la nuit ici, il risque fort de mourir. Nous vous conseillons vivement de le ramener en bas tout de suite. Le sommet n'est pas important, c'est sa vie qui compte. Ça fait un bon moment que vous auriez dû le redescendre. Je viens de parler avec mon médecin qui est en bas. Malgré ce que dit votre médecin, il va mourir. Votre médecin, il est ici ou en bas? En bas. Nous sommes tous des médecins. Nous avons vu votre compagnon et nous pensons tous qu'il ne survivra pas ici. Merci pour vos conseils. Ils acceptent finalement de redescendre leurs compagnons, mais la nuit tombe. Il est trop tard. Descendre au pied du Lhotse serait trop dangereux dans l'obscurité. Daniel a passé la plus grande partie de la soirée à s'occuper du blessé. L'impression qu'on a eue, c'est qu'ils étaient prêts à laisser mourir un de leurs compagnons pour ne pas sacrifier la position élevée à laquelle ils étaient parvenus et ne pas renoncer à leur tentative d'atteindre le sommet. Cet épisode a épuisé les médecins de l'expédition scientifique. En dépit de la fatigue, demain à l'aube, ils poursuivront l'ascension jusqu'au camp 4. Une fois là-haut, ils dresseront le plus haut laboratoire du monde. Il y a eu énormément de drames sur cette montagne. Durant 2 jours, leurs études scientifiques et médicales seront poussées à l'extrême. Eux-mêmes devront puiser dans leurs dernières forces pour atteindre le sommet. Pas de brancard. On vient d'arriver ici, mais on est obligé de faire demi-tour, de redescendre. On peut pas faire autrement. Il y a une personne qui est à l'agonie, il ne faut rien pour la sauver. On peut rien y faire. Aucun entraînement ne peut les préparer à survivre dans la zone de la mort. J'aime pas compter sur la chance. Mike, ici Denny, à toi. Mike, ici Denny, tu me reçois?